Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leur méthode pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle interview dans Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je suis dans l'Oise et je suis allé à la rencontre de Sandra Legel, une entrepreneure fondatrice de la marque Biome Paris. Oui, tout à fait. Biome Paris, Oui. ok. C'est quoi Biome Paris? Biome Paris, ça veut dire business innovant ouvert au monde. En fait, quand j'ai créé la société, donc il y a 7 ans, je me suis dit, il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des outils qu'on utilise qui sont des objets jetables. Et pourquoi, aujourd'hui, avec toutes les connaissances et les compétences que nous avons, pourquoi on peut pas faire mieux que ça? Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai créé, en fait, ma société sur un objet, mais avec une vision derrière pour vraiment concevoir des projets, des produits qui vont durer dans le temps, qui vont être fabriqués le plus localement possible et avec des matériaux, en fait, upcyclés, recyclés, valorisés. Et ça a donné naissance à BBB La Brosse, le premier balai brosse pour les toilettes qui se trouve dans 100 millions de foyers, dans des hôtels, dans des palaces et une brosse qui est vraiment faite pour durer. Donc le recul que nous avons sur ce premier produit, c'est une durabilité déjà de 5 ans. Ok, moi je me souviens très bien de ce produit. On avait échangé de manière humoristique dessus sur une publication LinkedIn. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter un petit peu, surtout dans ton parcours? Oui. Parce que du coup ça fait à peu près 7 ans je crois que la boîte ça fait existe. 7 ans. Oui. Tu faisais quoi avant? Oui, donc en fait moi je suis arrivée en France, je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans, donc aujourd'hui j'en ai 52. Et quand je suis arrivée en France, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de programme Erasmus. Moi je voulais la Dauphine. C'est vrai que je ne maîtrisais absolument pas le français. Je ne pouvais rentrer en fait nulle part. Aujourd'hui c'est très bien, tout a vraiment changé, l'Europe est vraiment là. Et à l'époque c'était pas possible, donc il fallait que je me mette tout de suite en fait à travailler. J'ai commencé à faire des stages. Il n'y a pas le téléphone portable, je faisais des trajets, mais Paris 20e jusqu'à Buc, mais voilà, ça passait par le métro, le train, le bus, à pied, etc. Petit à petit, en fait, moi, je me suis toujours sentie en fait entrepreneur. J'ai toujours eu ça en moi, dans ma famille, il y a des entrepreneurs. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais c'est vrai que quand on est jeune comme ça, on n'a pas forcément une vision vraiment pour son avenir. Et en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai fait des rencontres parce que finalement, la vie, c'est quoi? Oui, on peut avoir une boîte, mais avant tout, tout est aventure humaine. Et grâce à des rencontres que j'ai pu faire, ça m'a mis en fait en selle. Et j'ai occupé le poste d'office manager. Donc là, déjà, ça veut dire qu'on gère tellement de choses en même temps. C'est le bureau, entre guillemets, des plaintes. On vient, on a un souci, on va aller vers l'office manager. Après, j'étais facility manager. Après, j'étais responsable achat Europe dans un grand groupe. Et là, c'est pareil. Donc, je manageais toute une équipe à l'échelle européenne. Et c'est vrai que ça a vraiment conforté l'idée que j'étais capable de gérer plusieurs sujets, en fait, en même temps. Et après, j'ai lancé une première boîte il y a plus de 17 ans. Et puis par la suite, j'ai repris un poste, j'étais directrice adjointe dans une autre structure, etc. Mais très rapidement, je me suis dit, enfin maintenant, comme quand j'avais 46 ans, je me suis dit, il est toujours temps, il n'est jamais trop tard, mais je me suis dit, voilà, quand même, il est temps que je lance cette aventure qui prenait vraiment projet en fait en moi. Il y a 7 ans, on parlait pas en fait on parlait vraiment des déchets. Maintenant, on parle de valeurs. Mais il y a 7 ans, c'était vraiment pas le cas. Donc c'est vrai que quand je pitchais quelque part, on ne me comprenait pas forcément. Et c'est pas à cause de mon accent ou voilà. C'est vraiment, voilà, j'avais des valeurs qui étaient déjà vraiment là, ancrées en moi.
et que j'arrivais sûrement pas à bien partager non plus. Mais c'est vrai que le monde n'était pas prêt pour ça. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les boîtes essayent de faire des produits éco-conçus, éco-responsables, fabriqués localement, etc. Mais c'était pas comme ça au départ. Et moi, j'avais déjà identifié en fait ces critères-là pour concevoir en fait de meilleurs produits, plus durablement, voilà, et le plus localement possible, donc en France. Bon, comme quoi, en fait, on peut commencer à entreprendre même après 40 ans. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, non, c'est chouette, c'est super. Bah, écoute, super parcours. Alors, comme le veut la tradition du podcast, on commence toujours par un traditionnel petit portrait chinois avec quelques questions. Comme ça nous permettra un peu de peindre un peu ta personnalité, ce que t'aimes, ce que t'aimes moins. Et ensuite, bah, du coup, on viendra un petit peu sur ton parcours et on parlera surtout de la dimension du mental et bah, de la dimension du mental chez une entrepreneur. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Je pense que ça sera hyper intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur la manière dont tu t'y prends pour gérer tout ça. T'es OK? OK. Allez, c'est parti. Si tu étais une couleur, Sandra, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Une couleur, ça dépend un peu des saisons, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien le bleu. Le bleu, c'est le monde. Pour moi, c'est une couleur ouverte. Et j'aime voir le bleu, en fait. J'aime quand je vois le bleu, bah, je suis contente. Voilà. C'est une couleur qui me donne la pêche. Ok. Le bleu, comme le bleu de la mer. Entre autres. Le moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, c'est lequel? Le moment de la journée, il y a plusieurs moments, mais j'aime bien, en fait, le moment que j'aime beaucoup, c'est quand je rentre le soir à la maison. J'ai la chance d'habiter dans la forêt. Et quand je rentre, je me dis vraiment que c'est magnifique, la nature. Et j'ai ça depuis toujours, en fait. C'est quand je vois des arbres, quand je vois la nature, je me dis, voilà, c'est tellement fort, ça va rester là après nous. Quand je rentre chez moi, c'est pas, bien sûr, je suis contente de retrouver, j'ai encore un petit dernier à la maison, mon mari, bien sûr. Mais c'est vraiment quand je rentre par le portail, je me dis, waouh, et pas waouh, beaucoup d'arbres, c'est pas ça, mais vraiment magnifique, en fait. La puissance de la nature. Là, ça, c'est des moments que j'aime beaucoup. Comme bien sûr, j'adore voir la mer, etc. Mais là, j'habite pas au bord de la mer. Donc, le petit moment qui me fait vraiment plaisir, c'est vraiment là aussi toute la tension, en fait. Voilà, là, on respire, on se dit, voilà, on est vraiment... Ouais, je comprends. Je comprends parce que j'habite derrière chez moi, c'est la forêt aussi, donc je comprends ce que tu peux ressentir. Une saison que tu affectionnes particulièrement? Là, franchement, non. J'aime vraiment toutes les saisons. Quand les feuilles tombent, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, il fait chaud, etc. J'ai pas de... En fait, dans chaque saison, vraiment, je trouve du beau. Bien sûr, quand il pleut très longtemps, etc., on se dit, on aimerait bien avoir un peu de soleil. Quand il y a trop de soleil, comme en ce moment, on se dit, on aimerait bien... Mais franchement, à chaque fois, j'essaye vraiment, c'est de savourer. Et c'est plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, où on va râler, il y a tel souci avec... Mais aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai pas de préférence. J'aime vraiment chaque saison. Si tu devais me donner ta principale qualité, ça serait laquelle? Et je pense vraiment que c'est la persévérance. Parce que pour faire ce que je fais, lancer un balai brosse sur le marché français, c'est quand même pas le marché le plus ouvert au monde et tourné vraiment vers l'innovation, parce que c'est un produit innovant, donc c'est aussi un changement de geste, donc un changement de mentalité. Ouais, persévérante. Parce que bien sûr, en fait, c'est pas simple déjà d'être entrepreneur dans la hardware. C'est simple d'être une femme, mais être une femme dans l'industrie, c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, il faut montrer qu'on est là et qu'on a les compétences, les connaissances et qu'on sait faire, qu'on sait prendre notre décision, etc. Donc tout ça, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que je suis persévérante, voilà. Et quand je rentre pas par la porte, voilà, quelque part, mais il y a plein de fenêtres, donc j'arrive toujours, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut pas se dire, on a parfois des très mauvaises nouvelles. Et donc c'est pareil, pendant un petit laps de temps, je me dis, ok, là voilà, j'estime le niveau en fait de gravité. Et après, en face, moi je suis pas, moi je suis un solution maker. Je suis pas en fait un troubleshooter. Et ça définit vraiment bien ma personnalité. Donc évidemment, je vois des problèmes, je vois des problèmes dans le monde, dans ma boîte, je vois des soucis en fait partout. Déjà, j'appelle ça plutôt des challenges. Déjà, et dans le mindset, ça aide beaucoup quand on enlève tout ce qui est négation, quand on a une attitude positive. Je l'ai évidemment à la base, mais je l'ai stimulé
pour que, voilà, donc quand il y a hier par exemple, on a eu pas une mauvaise nouvelle, mais un truc qui allait, comment dire, me pas sentir bien, etc. En 2 minutes, je l'ai réglé. Parce que j'ai identifié qu'est-ce qu'on fait en face et on agit, action et on fait. Donc, et hop, c'est plus du tout, en fait, un souci. Tu vois, donc. Ouais, je vois complètement comment tu. Ouais. Ensuite, du coup, à la base, t'es hollandaise, c'est ça? Ah, mais je suis 100% toujours hollandaise. À chaque fois, j'ai dit, tout est made in France dans tout ce que je fais et c'est aussi vraiment un plaisir, mais c'est vrai que j'ai gardé ma nationalité néerlandaise par choix. Et du coup, est-ce que dans ta culture, on voit plus on voit plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide, parce que en France, la plupart du temps, souvent les gens râlent. Voilà, souvent le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein. Et souvent, il y a des cultures qui un peu, j'ai un petit peu voyagé. Ouais, c'est exactement et ça. souvent, selon les cultures où on se trouve, en fait, on n'a pas la même perception. Enfin, le mindset est différent. Les gens voient les choses de manière différente. Et c'est intéressant. Oui. C'est vraiment ça, à moitié plein. En fait, on va toujours vraiment, on tire aussi les gens vers le haut. On sait qu'on peut réussir, que ça dépend évidemment que de l'humain, ça dépend pas du produit, etc. Donc ça, c'est un énorme challenge que nous sommes en train de relever, en fait. Mais oui, c'est comme tu dis, hein, c'est le mindset. Hein. Après, c'est culturel. Voilà, elle est hollandaise, c'est un peuple de protestants, en fait. Après, donc c'est vrai que notre mentalité, et c'est vrai qu'après, on regarde les statistiques, les Français prennent plus grand nombre d'antidépresseurs dans le monde. Est-ce qu'aussi parce que l'accès est plus facile? Enfin, je suis pas en train de faire des trucs hyper simplifiés, etc. Mais c'est vrai que même souvent, moi, on me dit, mais tu vas toujours bien. Et je dis, comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Il y a 1 an et demi, mon fils a failli mourir parce que il s'est fait vacciner et malheureusement, le vaccin, ça a causé des dégâts sur son organisme. Mais comment dire, et bien sûr, donc, je peux avoir des moments de tristesse, je peux avoir des moments de douleur, on peut tout faire. Mais c'est vrai qu'on garde ce côté optimiste. Je veux dire, moi, j'étais opérée de la thyroïde à 16 ans, à 26 ans, une hernie discale. Je peux raconter encore plein d'autres trucs, etc. Mais, c'est la vie, en fait. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et donc, après, ça dépend vraiment de, comment dire, et tout ça fait partie de l'ADN. Donc, c'est pas moi, en fait, qui a décidé. En fait, c'est la nature qui a décidé que je sois ainsi. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres personnes, même dans mon entourage proche, de voir la vie autrement. Je suis toujours, avec mon mari, on s'est connus, donc c'est pour ça que je suis venue en France. Ça fait plus de 33 ans qu'on est ensemble. Et comment dire, on a commencé dans un 15 mètres carrés à Paris, sans douche, sans machin, mais c'était pas, à chaque fois, voilà, on avance et après, il faut savoir ce qu'on veut. Et après, on se met des objectifs. Dans un couple, dans une société, pour soi personnellement, c'est important d'aller vers des objectifs. Parce que si on avance et on se dit, ah oui, peut-être que... Non, mais quels sont les objectifs? Par exemple, pour moi, un objectif qui est très clair. Pour le BOG, par exemple, notre produit 100% fabriqué en France, même les moules ont été fabriqués en France, ça a coûté 44 000 €. La matière première, c'est 47% de l'huile végétale valorisée, donc ça provient des fast-food, restauration collective. On a un petit QR code qui est dessus, qui donne des éco-tips. Tout est évidemment injecté en France, chez Louis Bess. Ça, ce sont des choses, on fixe des objectifs. Et là, l'objectif, par exemple, s'il y a des gens qui m'écoutent, l'objectif est ce produit-là soit aux Jeux Olympiques. Parce que plus français que ça, on n'a pas encore fait. Et bien sûr, on le fait parce qu'on le fait ensemble, etc. Mais c'est un gobelet usage hyper fonctionnel pour plein de choses. On met son morceau de pomme coupé dedans, on peut mettre des glaçons comme je t'avais montré. On peut, après, bien sûr, pas de fonctionnalité isotherme, mais moi, j'avance par objectif. Moi, j'avais fixé l'objectif, en fait, je voulais avoir un contrat avec les Galeries Lafayette pour le BHV en septembre 2017, ou 2018, je sais plus exactement, parce que maintenant c'est comme ça. Et en fait, je l'ai eu 1 mois avant. Donc voilà. Et parce qu'on sait que si on fixe pas d'objectif, on dit, on va faire ci, oui, on va faire ça. C'est simple, en fait, de parler. Mais si on avance avec des objectifs, c'est toujours mieux. C'est justement, on reviendra un peu sur cette notion d'objectif et comment tu t'y prends. Si t'étais une innovation, tu serais laquelle? En France, déjà, il y en a pas énormément. Donc, j'essaie quand même de trouver une innovation française.
pour moi, une vraie innovation, c'est vraiment Blablacar. Il y a beaucoup d'innovations, ça vient d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des startups qui se lancent, mais sur un concept qui est déjà prouvé ailleurs et surtout aux États-Unis. Et c'est vrai, Blablacar, là, c'est vraiment, on est en rupture avec ce qui existait. Il a mis énormément de temps pour démarrer, mais voilà, lui aussi, il a persévéré et aujourd'hui, son concept est juste génial. Mais là, je fais le parallèle, bien sûr, un peu avec Biome. C'est quand on a commencé, personne n'y croyait, à part les 7 associés historiques du départ. Et c'est un peu ça, en fait. Et maintenant, on commence à me contacter pour me dire, voilà, c'est génial ce que vous faites. Et donc, ça prend du temps. Et Blablacar, ouais, c'est incroyable. Tout ce qui a été, mis en place, c'est une vraie innovation. Tu devais choisir un objet? Un objet, de toute façon, je serais le balai brosse pour les toilettes. C'est parce que non, peut-être pas, parce que ce produit-là coche toutes les cases. En fait, je l'ai conçu pour montrer que c'était possible de fabriquer localement, donc un produit aussi simple qu'un balai brosse, qu'on pouvait innover au niveau des matières. Là, par exemple, je vais montrer un petit exemple. Là, c'est un prototype pour un nouveau petit carton. On peut innover, en fait, dans la matière. Là, par exemple, ce sont des briques alimentaires qui ont été valorisées. Donc, les briques de lait, les briques de jus de fruits, etc. On est donc la première société en France à avoir testé, malheureusement avec quelques soucis, mais on est la première société française à avoir injecté les granulés de briques alimentaires valorisées françaises. Et c'est vrai, comme on est une petite structure, les grands industriels, en fait, trouvent ça intéressant. C'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ce sont nos moules dans lesquels donc on a injecté des matières et on savait pas, même s'il y a des tests, etc. avant, mais parfois, on peut pas tout à fait sécuriser à 100% ce processus. Donc, voilà, là, c'est quelque chose dont je suis vraiment, hyper contente. Voilà, on a fait un partenariat avec Tetra Pak et donc, on a pu injecter cette matière innovante dans nos balais brosses et maintenant, on le vend, en fait, sur notre site, au BHV, chez Leroy Merlin, et bientôt ailleurs. Ouais, en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir recycler, parce qu'on jette tellement de choses. Ouais. Au final, les blocs de lait. Mais c'est pour ça que je te parlais, tu vois, tout à l'heure, le déchet, c'est plus un déchet. Mais là, par exemple, la difficulté, c'était et aussi, il faut dire la vérité. Les briques alimentaires, il y a un film en aluminium. La matière s'appelle le polyal. Aujourd'hui, je ne m'avance pas sur les chiffres, mais quand même, la majorité, de ces briques alimentaires sont toujours incinérées. Parce que le monde industriel n'est pas encore prêt non plus. Et donc, j'essaie aussi de parler de tout ça. C'est une transparence, mais dont on a besoin, que les consommateurs doivent entendre. Et pour qu'on puisse tous participer à la réindustrialisation de la France, il faut privilégier vraiment les produits français, 100% fabriqués sur le sol français. Il faut vraiment regarder ou contacter l'entreprise. Où est-ce que vous fabriquez? Moi, je l'ai dit, c'est chez Louis Bess. Ils sont à Milly-sur-Terrain. Nos moules sont là-bas. Tout est vraiment fait là-bas. Et ça, c'est vraiment important parce que si demain, nous, on grandit, mais les industriels, chez Louis Bess, ils sont déjà vraiment super bien. Ils injectent depuis de nombreuses années de nouveaux matériaux. Mais il y a encore beaucoup de grands industriels qui ne sont pas encore arrivés là parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas envie. Et finalement, il n'y a pas la demande. Parce que en France, c'est quand même l'automobile qui va, l'industrie hardware, c'est 80% de l'industrie de l'automobile. Donc, nous, des petites boîtes comme nous, on doit nous permettre de progresser pour qu'on puisse aussi dire à l'industrie, va utiliser ces nouvelles matières-là pour que, une grande partie ne soit pas incinérée. Et donc, derrière, il y a beaucoup de recherche et beaucoup de développement, beaucoup d'innovation. Mais aujourd'hui, c'est pas assez. Il faut pas rêver parce qu'il y a des gens maintenant, oh, super, le déchet est transformé en valeur. Oui, peut-être, on parle peut-être de 10%. Je parle en général, c'est pas encore le cas pour énormément de choses. Donc, on a tous du progrès à faire, mais c'est le mettre sur le marché. Donc, voilà, moi, je suis vraiment, pour moi, obligée
de mettre sur le marché de meilleurs produits. Donc, et derrière, bah là, les consommateurs, en fait, doivent nous suivre. Et c'est vrai que comme on est une petite société, on n'a pas des moyens astronomiques pour faire de la pub, pour faire une pub télé, etc. C'est comme un peu quand on voit des pubs à la télé, les banques maintenant se disent éco-responsables. Ok, super, mais ça va à nouveau, tu sais, il y a 20 ans, c'était à la mode des produits light avec l'aspartame, etc. Aujourd'hui, bien sûr, on en a un peu revenu parce que finalement, l'aspartame, enfin tous ces édulcorants, c'est pas forcément pas très bon non plus. Et maintenant, c'est le terme éco-responsable. Tout le monde a... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux l'expliquer. Je peux expliquer en quoi c'est plus responsable. Au départ, je disais éco-responsable aussi. Maintenant, j'essaye de dire c'est un produit plus responsable. Et j'explique pourquoi. Mais c'est vrai que, voilà, le marketing et les greenwashing, et ça continue. Et souvent par des petits, mais aussi par les grands, qui se disent, bah, il faut qu'on soit dans l'air du temps, il faut qu'on sorte ces noms-là. Et c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que j'essaie de militer aussi pour plus de transparence, en fait, dans l'industrie. Et oui, tu parlais du marketing, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on en parle beaucoup, ça peut être un facteur de choix du consommateur de s'orienter vers des produits qui sont éco-responsables. Ouais. Il y en a qui trichent un peu, quoi. Ouais, c'est après qui arrangent tout à leur sauce. Et après, c'est pas très grave. Là, on va faire un partenariat avec un très grand groupe. Donc vraiment, ils ont pris des initiatives, mais qui sont incroyables. Vraiment. Et ils œuvrent vraiment pour que leurs clients puissent acheter donc des meilleurs produits. Ils font un vrai sourcing. Il y a des vrais questionnaires. On doit répondre à tout. Mais voilà, ça montre que on est quand même tous, on va dire, la majorité, on est tous sur la bonne voie. En tout cas, on veut tous mieux faire. Donc là, c'est hyper positif. Et je me dis, oui. Et donc, pour ça aussi, j'ai dit les choses. Les banques disent éco-responsable. En quoi? Montrez-moi en quoi votre offre, qu'on le comprenne plus. Et pas juste un mot balancé lors d'une pub. Faites-moi comprendre et après, je pourrai adhérer ou pas. Ouais, je comprends. Si tu devais choisir une citation, quelle citation choisirais-tu? La citation, je citerai, mon père me disait toujours, c'est au niveau des erreurs, en fait. Je sais pas d'ailleurs si ça existe, c'est un genre de slogan qu'on utilise beaucoup, en fait, aux Pays-Bas. Mais mon père me disait toujours, une erreur, devient seulement une faute quand l'erreur n'a pas été réparée. Et en fait, ça, des erreurs, j'en fais, j'en fais, on va dire moins, mais j'en fais de nouvelles. Mais à chaque fois, je me dis, ok, là, t'as fait une erreur, est-ce que tu peux la réparer? Et quand elle est réparée, voilà, c'est plus en fait une erreur. Et donc, parce que cet apprentissage fait que c'est grâce à l'erreur, en fait, qu'on apprend plus. C'est pour moi vraiment, voilà, des erreurs, j'en ai fait à tous les niveaux, c'est vraiment ressources humaines, marketing, communication, etc. À chaque fois, j'ai appris. Et parfois, évidemment, ça prend du temps après aussi pour accepter, en fait, finalement, l'erreur. Mais une fois qu'on l'accepte, et après, voilà, on peut que être en action derrière. En tout cas, il faut se mettre en action derrière pour dire comment je fais pour la réparer. Ok. Bon, après, souvent, je parle d'expérience. Parce que finalement, tout n'est pas forcément erreur, en fait. Oui, mais nous, en fait, mais ça, c'est sûrement très hollandais, tu vois. On dit beaucoup plus facilement, moi, au quotidien, je dis, j'ai fait une erreur. Là, ce matin, je l'ai écrit, je me suis trompé, en fait, dans une adresse mail. C'est un peu bête. Mais donc, derrière, ça a généré, en fait, des erreurs. L'équipe, Jérôme et Marie-Pierre, en fait, ont envoyé à une personne donc, qui existe, et c'est ma faute. Donc, tout de suite, je dis, c'est mon erreur. Je pense qu'il est important de reconnaître quand on fait des erreurs. Je l'apprends à mes enfants aussi, même si, voilà, la grande et les deux grandes sont déjà plus à la maison, mais c'est important. Quand on fait une erreur, on assume son erreur. Ça, c'est pour moi, c'est important. Ouais. Et parce qu'il y a pas d'âge pour commettre des erreurs. Allez, il est bientôt l'heure de déjeuner. Entrée, plat, dessert, tu choisirais quoi? Je reste quand même sur le plat. Et lequel choisirais-tu? Qu'est-ce que je choisis comme plat? Ça, en ce moment, je me fais une cure de légumes quand même. J'adore les œufs. On a une 20aine de poules, donc on a des œufs frais en fait tous les jours. Et donc j'adore les œufs. J'adore à tout pareil. On peut les préparer de beaucoup de manières différentes. Mais c'est vrai que j'aime bien les œufs, des légumes, des petits pois, des haricots. Voilà, un peu de riz noir. Voilà, un peu de. Mais ça veut pas dire que je peux pas manger autre chose. Je mange vraiment de tout. Mais là en ce moment on sent que voilà, moi je ressens que mon corps voilà, il apprécie que je mange un peu mieux que les frites. Que j'adore les frites.
Voilà, donc là, c'est une période... ouais. Période légumes. Ouais. Allez, encore 2 petites. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire, ce serait lequel? En fait, un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre William Mayer, Biodesign. Et quand on lit ce livre-là, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, on trouve vraiment de l'innovation dans ce bouquin-là, comment résoudre plein de problématiques de notre ère. Et donc là-dedans, j'ai trouvé mais vraiment des concepts inspirés donc par la nature et des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait vraiment faire aujourd'hui. Il y a un projet que je voulais faire, mais c'est clair, j'étais vraiment beaucoup trop en avance. Là, je préfère pas en parler parce que peut-être un jour je le ressortirai. Parce que c'est dans ce bouquin, on trouve, comme je disais au départ, la force de la nature. On a les solutions sous nos yeux, en fait. On a vraiment tout. Donc, et ce qui m'a toujours étonné un peu, ça c'est aussi quelqu'un d'autre qui me l'avait dit, est-ce que tu as déjà vu quelque chose de carré, en fait, dans la nature? Pourquoi on fait les choses carrées? Parce que l'homme, en fait, entre guillemets, est carré, en fait. Enfin, il y a plein de... Mais c'est vrai que dans la nature, finalement, il n'y a pas de carré. Après, on peut dire, oui, de toute façon, dans la nature, il n'y a pas de toilette non plus. Enfin, après, on peut en discuter aussi, mais c'est vrai qu'on doit s'inspirer plus de la nature et voilà, et changer nos modes de consommation. Ce qui amène, ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, ce qui va amener vers un autre souci. Nous, on fait des produits qui vont durer dans le temps. Donc nous, on n'est pas, entre guillemets, vu comme une société bankable. On achète, on jette, et on achète d'autres, on utilise, etc. Et donc là, les investisseurs ont beaucoup plus de mal à comprendre. Mais moi, je l'ai déjà dit, hein. Vous voulez peut-être pas venir aujourd'hui, parce qu'on ne fait toujours pas assez de chiffres d'affaires. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, on fait vraiment quelque chose pour le futur. Voilà. Nous, c'est plus des brosses achetées en Chine, 30 centimes vendues chez Ikea ou je sais pas qui, enfin, à 3 à 4 euros, etc. C'est pas ça. Nous, c'est des produits qui vont vraiment durer. Donc, les investisseurs, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Nos clients. Il y en a bien sûr qui vont recommander pour les autres. Maintenant, on a un large panel de produits, dont des produits qu'on peut acheter pour des saisons et renouveler après. Mais nous, c'est pas le produit, on achète, il dure 2 mois et on passe à autre chose. Donc là aussi, il faut comprendre qu'une boîte comme la mienne, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'alignement qui est en train de s'opérer. Ouais, je comprends. Mais après, tout est une question de temps, souvent. Exactement. Enfin, moi qui viens plutôt du sport et très souvent, quand on va avoir des objectifs sportifs ou des réussites, en fait, elles se construisent. En fait, dans l'équation, souvent, je parlais souvent des 3 T. Talent, temps, travail. Et en fait, dans l'inconnu, le temps, c'est vraiment le paramètre où on sait pas exactement quand. Et par contre, on sait que, il faut des compétences, et il faut du travail, associé à de la persévérance. Ah ouais. Et après, le seul truc, on sait pas encore, c'est quand ça va arriver. Et des fois, ça. Ouais, mais là, il y a une question de travail, mais souvent, ce que je retrouvais aussi, c'est qu'en France, on parle beaucoup de talent. Moi, je parle plus de compétences. Et souvent, à l'étranger, on associe vraiment le talent au travail. C'est-à-dire qu'une compétence, elle peut s'acquérir avec le temps par le travail. On le voit beaucoup, par exemple, j'ai vu plein de jeunes sportifs espagnols qui n'étaient pas très talentueux quand on les voyait jouer, contrairement à ce qu'on pouvait dire de nos jeunes tennisman français. Mais au final, en fait, ils ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ils sont pros. Et nous, nos Français, ils ne le sont pas. Certains n'ont pas réussi, mais par contre, ils ont cette culture de persévérance, de travail, de croire en leur projet. Oui, c'est vraiment la croyance aussi. Ouais, la croyance. Quand on leur dit tout le temps, de toute façon, on le voit avec les enfants, quand on dit, mais t'es le meilleur. Et oui, non, c'est pas vrai. Mais si, tu te rends compte ce que tu arrives à faire, et c'est la valorisation, en fait, des personnes. Et ça manque dans l'éducation nationale. Je veux dire, c'est impressionnant. Moi, je voulais pas d'enfant, c'est pour ça que j'en ai fait tard, en fait, tard. Elle est pour l'époque, voilà. Parce que la grande, donc, elle a 23 ans, donc elle a 29 ans. Et parce que je me disais, mais je ne comprends pas le système d'éducation pour les enfants ici. Je ne comprends pas. Ils vont à l'école jusqu'à je sais pas quelle heure. Et quand on regarde tout simplement les statistiques, est-ce que, par exemple, un petit pays comme la Hollande gagne plus de médailles aux Jeux Olympiques, comment dire, tout ce qui est, voilà, tout ce qui se fait au niveau mondial? En fait, la Hollande est devant la France. Comment ça s'explique? Mais exactement ce que tu dis. Parce que quand on détecte un talent, quelqu'un qui a des prédispositions, mais on va vraiment dire, waouh, c'est super. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Et ici en France, c'est vraiment pas du tout. Moi, justement, je suis pareil. J'étais très très sportive.
Je suis toujours un peu sportive, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai fait de la danse à haut niveau et comment dire, et à un moment donné, il fallait faire le choix. Est-ce que j'en ai en faire mon métier ou pas? Donc, j'ai décidé de faire autre chose. Et comment dire, même mes filles qui étaient très, très douées aussi pour le sport, il n'y a pas d'accompagnement. Quand elles allaient au tennis, c'était, les profs étaient là avec leur téléphone. Mais ça, tu vas dans n'importe quel autre pays en Europe, prof de sport, c'est génial. Ceux qui le font, c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur carrière pro. Non, c'est des gens qui voulaient faire prof de sport. Et là, on revient au sujet de l'éducation. Dans tous les pays en dehors de la France, c'est très valorisé de faire un métier comme boucher, électricien. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit en France? C'est ah oui, c'est des métiers, hein, en fait, ça rapporte. Hein. Et on parle plus du métier. Ce qui m'a choqué en France quand je suis arrivée. Bonjour, vous êtes cadre ou pas cadre? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi en fait? Et tu fais quoi? Je comprends pas. T'es cadre, mais c'est quoi ton métier? Et donc tout ça, ça vient de la culture, des mentalités, tout ce qui a été mis en place. Donc c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps à changer. Et comment dire? Mais c'est ça qui est intéressant. Mais il faut que ça bouge parce que aujourd'hui il y a des jeunes. L'autre jour, je voyais un jeune qui disait: "Je suis ingénieur, mais j'ai pas envie de travailler, donc je vois pas pourquoi on va travailler." Ça veut pas dire que ça se voit pas dans les autres pays européens, mais on le sent plus ici en France, en fait. Le système comment dire, d'être assisté. Mais en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, pas de chômage comme on le connaît ici. Maintenant, en fait, c'est maximum tant de mois. Et si, par exemple, tu gagnais n'importe quoi, 6 000 euros par mois, mais non, en chômage, c'est limité. Peut-être à, je sais plus, j'ai pas les chiffres, mais c'est très bas. Donc tout le monde va travailler. Et le travail n'est pas valorisé comme il le faut, même par l'État en fait. C'était très punitif. Enfin, j'ai cette impression-là que là il y a un changement on va changer le nom, c'est plus Pôle Emploi, c'est France Travail. Non mais moi je le prendrais mal. Moi je vais avoir 53 ans. Imaginons demain je me trouve au chômage. J'ai toujours travaillé depuis que je suis arrivée en France. Imagine, je vais pas trouver de travail parce que je suis plus toute jeune, parce que en fait il y a pas de poste. Je vais m'inscrire à France Travail, mais j'ai toujours travaillé. En plus je suis pas française, j'ai jamais. Et en fait donc voilà, donc le gouvernement met en place des choses, mais les mentalités ne sont pas prêtes pour ça. Donc là ça crée des frictions, même si c'est bien, mais pas pour la France. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ouais, je vois tout à fait. Tout ça, donc c'est jamais facile de faire changer les choses. Mais il faut plus, comment dire, voilà. Moi, j'ai le sentiment avec des personnes qui sont dans mon entourage, qui sont au chômage. Comment dire, c'est ressenti comme des punitions, comme si des gens ne veulent pas aller trouver un travail. Évidemment, il y en a qui profitent du système, mais comme il y en a qui profitent de la sécurité sociale, etc. Mais changeons, en fait, la manière de communiquer. Et en fait, tout le succès dépend de ça, en fait. C'est la communication, comment on interagit avec les autres. Donc si on pond, en fait, une nouvelle loi et un nouveau nom, tout le monde le dit, ça a coûté encore des millions. J'en sais rien, sûrement. Non. Oui. Est-ce qu'il fallait pas investir cet argent-là ailleurs? Effectivement. Allez, une petite dernière, et après on va parler de mental. Si tu devais choisir un pays où tu aimerais particulièrement vivre, ce serait lequel? Franchement, je suis vraiment très bien en France. C'est vrai. J'adore. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais c'est vrai que je suis vraiment très bien en France. Je suis vraiment très bien. Il y a une région que tu affectionnes particulièrement? Moi, j'aime l'Oise, hein, en fait. J'aime l'Oise. Il y a des petits châteaux, il y a beaucoup de verre. C'est vraiment, non, je me sens vraiment très bien dans l'Oise. Après, en fait, la France, elle est tellement belle. Toutes les régions sont belles. Bien sûr, la Corse, on n'a pas besoin d'aller très loin. On va en Corse et on se dit, mais c'est incroyable. La première fois que je suis allée, il y a peut-être une vingtaine d'années, je me suis dit, c'est si proche. Donc, et comme je peux adorer la ville de Nice, comme je peux adorer Nantes. Là, j'étais à Lyon. En fait, et c'est ça, en fait, c'est comme un peu, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de préférence, comme pour les saisons, comme pour les couleurs. En fait, oui, en fait, je suis une bonne vivante et je m'adapte. Et c'est ça, bien sûr, ça vient aussi, les Hollandais, on a un pays, on est tellement petit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place quand on est petit. Mais voilà, c'est vrai que c'est notre adaptabilité qui, Ce qui est aussi une qualité d'un entrepreneur aussi. S'adapter. Ouais. Merci beaucoup pour le petit portrait chinois. On va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Qu'est-ce qui m'inspire, moi? Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire?
que j'ai commencé, moi, ce que j'aime, c'est bâtir. Le mot bâtir, tu vois, ça, c'est un mot important dans mon vocabulaire. Il m'inspire donc que je suis en train de bâtir et que je suis en train de participer, toute petite échelle, hein, vraiment, je veux dire, c'est là, mais que voilà, que je suis là pour bâtir en fait ma mission. Moi, j'ai une mission, et c'est pour ça aussi, même quand on était vraiment très très bas l'année dernière, c'était, je me dis, je ferme la boîte. Là, avec ce qui s'est passé là, ben c'est bon en fait. Mais j'ai retrouvé la force dans ma mission. Et c'est la mission qui me ramène donc à moi, qui me donne ma force en fait, parce que ce que je fais, bien sûr, avec plein d'autres personnes, hein, c'est quand je parle moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont ou inspiré ou qui travaillent avec moi depuis des années, comme Lucie, qui gère les réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que je bosse avec elle, et s'il n'y avait que de Lucie, on serait vraiment ailleurs. Je le dis souvent en plus. Et comment dire, oui, enfin, l'histoire n'est pas inspirante en soi, mais moi, c'est ma mission qui m'inspire au quotidien et que je dois mener à bien. Après, moi, je sais quel type d'entrepreneur je suis. Donc moi, je suis une bâtisseuse. C'est pour ça, souvent, je me représente en castor. Castor bâti. Et donc ça, c'est là où je kiffe à fond. Donc après, quand il faut développer, une fois que j'ai les gros contraintes derrière je suis pas vraie développeuse. En fait, je sais le faire, mais c'est pas là où je kiffe. Et donc, à mon âge aussi, c'est parce que là, on est en train de passer en fait un cap. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'opération en BSAR, parce qu'on doit passer maintenant ce cap et recruter vraiment un directeur commercial qui va pouvoir, comment dire, vraiment développer partout. Parce qu'en fait, finalement, les produits ont été prouvés, le go-to-market, maintenant, on va en vraiment de recul, tous les produits qu'on trouve, et ça se vend. Maintenant, il faut passer à notre échelle. Et c'est pour ça qu'on fait cette opération de BSAR. Et dans quelques temps, donc, levée de fonds qui va suivre. Je te dis rendre possible l'impossible. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, oui. On m'a tellement dit que c'était pas possible. Le nombre de portes qui m'ont été fermées. C'était, ah non, c'est pas possible. Et ce mot-là, c'est vrai que je le comprends pas. Tout est possible. Et vraiment, après, on peut dire, c'est pour ça, ce qui est important, c'est de croire aussi en soi, bien sûr. Mais pour croire en soi, il faut écrire ses valeurs, sa vision, sa mission. Et tout ça, c'est grâce à un co-actionnaire qui m'avait dit, bosse là-dessus. Toi, tu vas avoir l'impression que tu vas perdre 2 mois, mais fais ce travail-là. Et quand je regarde aujourd'hui les valeurs, la mission, enfin la vision, enfin dans le bon ordre, j'ai rien changé. Parce que vraiment, j'ai travaillé dessus. Qu'est-ce que je veux? Et bien sûr, c'était parfois pas simple de respecter et de rester en cohérence. Mais à un moment donné, je me dis, c'est le seul chemin possible. Et donc aujourd'hui, maintenant, c'est facile. Et c'est pour ça que pour des très grosses sociétés, c'est difficile en fait, parce que c'est l'ADN en fait, comment dire, la vision, la mission, c'est les valeurs, mais c'est l'ADN en fait de la société. Et l'ADN d'une grosse société, c'est tellement plus difficile à faire évoluer parce que à l'intérieur de la société, il faut faire évoluer la mentalité des humains. Et donc maintenant, il y a des sociétés qui arrivent mieux le faire à d'autres parce qu'ils ont compris que c'est en amont que ça se travaille. Il faut chercher à fédérer en fait l'ensemble en fait du personnel. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des sociétés qui arrivent à faire ça vraiment très bien et d'autres qui n'auront pas pris le pli et pour qui ça va être plus compliqué. Absolument. Le mot mental, on y arrive. Si tu devais le définir, ce mot, le mot mental, ça serait quoi ta propre définition? J'aurais dû avoir les questions en fait en avant, comme ça j'aurais travaillé. Le mental, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Les gens qui me connaissent vont dire mais t'as un mental vraiment de dingue, parce que c'est vrai que j'ai des épreuves donc personnelles, donc professionnelles, des gens qui ont ultra déçu, pour qui on les accompagne, on essaye vraiment de comment dire, d'améliorer leurs compétences, leurs connaissances. Moi, je suis énormément dans le partage. Le mental, voilà, mais ça, si tu veux, c'est un peu avec, voilà, moi j'ai un mental, moi je veux dire un mental en métal. J'ai vraiment, une force. Et c'est mon mental en fait. Ça veut dire dans mon cerveau, j'ai une manière de penser et de penser en schéma. Ça veut dire quand on m'amène quelque chose où il y a quelque chose, une solution à trouver. Enfin, déjà, on m'amène un problème. Et moi, tout de suite, je vais dire, ok, on va trouver la solution. Et je vais pas dire, ok, on va trouver une solution à ton problème. Non. Et la solution, dans ma tête, en fait, ça va ultra vite. Je vois déjà, on vient déjà avec quelque chose et
Et tout de suite, en fait, je vois déjà la solution, en fait. Donc, ça, c'est le mental. Ça se travaille, ça se soigne. Il y a des exercices, en fait, à faire. Et c'est l'élasticité du cerveau. Et c'est vrai qu'à mon âge, quand ça commence à vraiment to shrink, tu vois ce que je veux dire, ça commence à s'assécher quand même un peu, ben, il faut faire plus d'entraînement. Ça veut pas dire que j'ai besoin de plus d'emmerde, en fait, mais ça aide quand même au quotidien pour rester vraiment ouvert à gérer ce type de situation. Et donc, ça passe aussi par la lecture. Je lis pas forcément beaucoup de bouquins, mais je regarde tout ce qui se passe tous les jours. Je prends, avant c'était un peu plus d'une demi-heure. En ce moment, j'ai pas vraiment le temps, donc c'est 20 minutes et je m'inspire de ce qui se fait dans le monde. Je regarde ce qui se fait. J'écoute des personnes qui ont des choses à dire ou pas, ou qui pensent qu'ils ont des choses à dire. Et je me dis, je comprends pas, mais ça, il y a l'autre jour une discussion avec une personne et qui m'a dit, je suis totalement en désaccord avec toi. Mais en fait, je lui dis, mais bien sûr, je te comprends parce que ce qu'il vient de me dire, mais c'est intéressant justement. Et c'est pas parce que tu es en désaccord avec moi, on peut discuter, on peut pas, mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est désaccord. Mais il faut pas essayer parce que la personne voulait me convaincre. Et je dis non, mais ça sert à rien en fait, il faut juste se respecter et se dire on a ce désaccord-là. Donc le mental, c'est aussi comprendre l'autre, comment l'autre fonctionne, comment le mental, après oui, c'est un rapport avec tout ce qui est psycho, etc. Et c'est vrai que j'ai un mental et parfois ça peut perturber les gens. Par exemple, il y a des gens qui vont me dire oh non, tu vas pas y arriver. Et moi je dis pas mais si je vais y arriver. Non mais je dis je vais y arriver parce que je mets tout en place pour y arriver. Et c'est vrai que dans mon entourage maintenant, des gens négatifs ou qui m'amènent que leurs problèmes, ne font plus de mon rayon proche parce que je me dis ils veulent pas écouter, ils veulent pas comprendre. Je respecte complètement parce que heureusement qu'il n'y a pas que des personnes comme moi sur cette terre, ce serait vraiment hyper pénible. Hein. Non mais je le reconnais, mais il en faut quand même comme moi qui arrive à avancer, à amener des gens. Il en faut aussi. Donc, mais c'est vrai qu'avec un mental, et on est né comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas j'ai suivi telle ou telle formation, etc. C'est comme pour moi, on ne devient pas entrepreneur, on l'est. Maintenant, je peux discuter avec des gens qui sont dit j'étais pas du tout entrepreneur, je le suis devenu. Super, bien sûr. Mais quand on a ça au fond de soi, quand on sent qu'on est entrepreneur, c'est différent. Donc je le vis différemment, mais ça veut pas dire que l'autre n'est pas entrepreneur. Il est entrepreneur aussi, mais moi je l'ai senti en moi, comme il y a des gens qui sont touchés par la religion. À chaque fois j'ai dit, moi je regarde là-haut, il n'y en a pas un qui est descendu, donc peut-être ça va arriver un jour. Mais tu vois, qui ont été touchés par la grâce. Aujourd'hui, moi je peux comprendre, mais je l'ai pas vécu. Donc demain, si ça m'arrive, je pourrais en parler. Mais tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai l'impression que mon ADN fait que j'étais conçu, peut-être c'est un gros mot, mais voilà, ma mission, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment celle-là. Est-ce que tu as tu parlais d'exercices pour travailler son mental. Qu'est-ce que tu pratiques comme exercice pour le travail? Pour le travail, en fait, il y a des moments, en fait, de pause dans la journée. Parce que parfois, ça va t'es arrivé, t'as vu, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Non, c'est juste, je vais plus vite que les autres. Donc, chaque sujet, ça doit être traité tout de suite et on passe à autre chose. Et donc, parfois dans la journée, je prends, ça peut être que 2 minutes, ça peut être là, ça peut être n'importe où, pour canaliser et dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. On reste quand même une petite équipe, au quotidien. Donc parfois, je me dis, ok, voilà, concentre-toi. Et après, je vais pas dire, c'est du yoga, c'est du machin, etc. Mais je vais essayer de me reconcentrer et dire, ok, parce que le mental, en fait, si on prend tout, et si ça vient, donc les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, en fait, voilà, si on prend tout ça et si on l'évacue pas, en fait, c'est notre mental, en fait, qui va prendre un coup. Donc moi, j'aime bien aussi écrire. C'est pour ça, souvent, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps, mais j'écris des posts et ça va très vite. Quand moi, j'écris des posts, c'est, entre guillemets, c'est zéro réflexion. Hein. J'ai écrit mes posts moi-même sur LinkedIn. Les gens, ils se disent, j'écris des posts pour des potes. Les gens savent pas, mais j'écris pour des potes. Ils sont là, tu me fais un petit sujet. Je dis, ok, dis-moi 2-3 trucs. Ok, et j'écris. Donc ça m'aide beaucoup pour mon mental. Et souvent, les posts que j'écris, souvent, quand même, ça vient d'une discussion ou quelque chose qui m'a fait de la peine ou qui m'a déçu. Les gens vont pas lire ça, ils vont lire autre chose, mais moi, je l'ai évacué. Après, je me dis, ok, c'est fait, je me sens
je me sens forte à nouveau là. Je peux à nouveau parce que j'ai éliminé entre quelque chose qui me pourrissait en fait le quotidien et je me dis ok, ça c'est fait, on passe à autre chose. Et vraiment, moi je compartimente. Donc là je suis avec toi, j'essaie toujours de la plus transparente possible, oui, je suis un peu direct, parfois ça peut être aussi un peu difficile pour les autres, mais moi je vais plus me trahir en fait, je suis comme ça, je suis née comme ça et j'ai pas envie de changer ça en plus. Oui, parfois je dois faire un peu plus attention avec les autres. C'est vrai que parfois non mais c'est pas comme si, c'est comme ça. Après je me dis ah oui non mais fallait pas que je le dise comme ça, tu vois, il faut être plus nuancé. Donc ça, tu vois, ça j'essaye de travailler dessus. C'est pas toujours simple, mais après je compartimente. Là je suis là avec toi. Après on va en manger heureusement parce que ça commence à faire du bruit. Et comment dire, mais après ça c'est important. On traite chaque sujet à la fois. Comme ça aussi, je suis vraiment tranquille dans ma journée. Même si le soir, je peux toujours continuer à travailler. Évidemment, à un moment donné, voilà, il faut couper. Et ça, je suis en train de l'apprendre maintenant, vraiment de couper. Couper, ouais. De temps en temps, ça fait du bien de couper. C'est clair. On a déjà parlé du droit à l'erreur tout à l'heure. Tu nous as donné, du coup, un peu la citation qui venait de ton papa. Je vais plutôt te parler de confiance. Comment t'as construit ta confiance d'entrepreneur? Et là, pareil, c'est pour ça qu'il y a des gens qui... Et moi, je suis pas là pour être aimé, mais j'ai toujours eu confiance en moi. Et ça vient même pas de mes parents. C'est même pas mes parents qui disaient « Super, ce que tu fais. » C'est même pas. J'ai toujours eu ça en moi. Et plus j'ai commencé à positiver, à dire « On peut le faire », plus on est positif, en fait. Et je sais pas si je t'en avais parlé lorsqu'on a discuté, avant, il y a 7 ans, le mot important dans mon langage du quotidien, c'était de trouver la cohérence entre qui je suis, ce que je fais en fait dans mon quotidien d'entrepreneur, vraiment, voilà, de convaincre aussi, donc mon mari par exemple, à ne plus utiliser des bouteilles de shampoing, des bouteilles, etc., le savon, tout ça, et donc à ce niveau-là, je commence à être plus cohérente. Ça veut pas dire que j'ai pas de voiture, j'ai une voiture. En plus, j'ai une belle voiture. Et c'est vrai que comme j'étais opérée du dos, il me faut une voiture où je suis vraiment bien, je fais quand même pas mal de routes, etc. Donc, ça veut pas dire que moi je suis pas exemplaire, je suis pas une personne à suivre. Je fais des boulettes, des choses que je devrais plus faire. Mais je me sens cohérente. Et le mot aujourd'hui, c'est drôle d'ailleurs que tu en parles, c'est le mot confiance. Si j'ai pas réussi aujourd'hui d'arriver en termes de chiffre d'affaires où je devais aller, parce que j'ai fait trop confiance. J'ai donné ma confiance. Et ça, aujourd'hui, c'est fini, en fait. Maintenant, la confiance, ça se gagne. Mais comme je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, entre guillemets, il y en a beaucoup qui ont abusé de ça. Ici, au bureau, mais être volé, mais c'était le quotidien. De toute façon, Sandra, elle verra rien, on prend et on s'en moque. Non, en plus, parce que comme en fait, je suis dans le partage, je disais, mais si vous avez besoin de quelque chose, soit vous pouvez le prendre, c'est pour votre famille, etc. Mais il y en a qui partaient avec des produits. Mais ils m'auraient demandé, j'aurais dit oui. Et donc, la confiance, aujourd'hui, je la donne plus. Je la donne parce que les personnes ont prouvé que je pouvais avoir confiance. Tu vois? Et donc, le mot confiance, aujourd'hui, c'est ça qui va faire qu'on va réussir. Donc là, on a, des personnes, Jérôme, Marie-Pierre, ce sont des personnes de confiance. Ils ont toute ma confiance. Vraiment, Jérôme aussi, il est co-actionnaire de ma société. Et bien sûr, ça aide en fait. Lui aussi, évidemment, il est là pour que ça fonctionne. Mais la confiance est primordiale pour la réussite, aussi bien au niveau sportif. Donc moi, j'étais danseuse classique, même si je faisais des autres danses à côté, etc. C'est parce que j'avais la confiance en fait de la prof qui me disait, et en plus qui me disait tout le temps, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Aujourd'hui, il y a personne qui me dit tu peux faire mieux. C'est moi-même qui me dis tu dois faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore de personnes qui peuvent vraiment me challenger. Bien sûr, j'ai des personnes qui sont évidemment dans tous les domaines meilleures que moi. Mais aujourd'hui, il me faut quelqu'un qui puisse me dire ok, t'as fixé tel objectif, ok, telle stratégie, tel plan d'action, mais maintenant, pourquoi tu vas pas tout de suite là? Moi, j'aimerais bien être challengé. Donc là, je suis en train de monter une opération en BSR. Donc là, il y a des profils de personnes qui ont réussi des choses assez incroyables. Donc là, à nouveau, c'est inspirant. Moi, j'ai besoin de ça. Justement, c'est de m'inspirer, qu'on me raconte. Et après, oui, je le mets à ma sauce parce que
ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas d'autres boîtes qui le font. En plus, j'ai créé une nouvelle activité au sein de Bien Paris qui est la distribution de produits plus responsables, soit fabriqués en France, soit fabriqués en Europe. Donc, et on les vend auprès des GSA et des GSB, donc tout ce qui est grande distribution. Parce que moi, ce qui me motive et qui m'anime aujourd'hui vraiment, c'est le green mass market. C'est un peu comme le bio. Pour moi, c'est faire des marchés élitistes. Ça n'avait pas de sens et ça n'a toujours pas de sens. Si on peut pas tous manger mieux, et après le bio, pour moi, il y a pas mal de questions là-dedans. La pluie qui tombe sur un champ qui est arrosé avec des pesticides, etc. Le champ à côté qu'on dit bio, on peut toujours dire oui, c'est mieux que. Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans ces démarches-là. Et donc, c'est important que nos produits puissent demain équiper maximum de foyers. Mais ça veut dire il faut descendre au juste prix. Et pour descendre au juste prix, c'est pour ça que là, on vit en fait... on a baissé le prix de la brosse en fait. 24,90, pas tous nos modèles. 24,90 TTC. Quand tu regardes les marges qu'on fait fabriquer en France, injecter en France, etc., c'est des marges, c'est plus comme avant en fait. Des boîtes qui disent on était rentable dès la première année, super, mais peut-être là en fait le client il paye trop cher. C'est à ce niveau-là aussi notre attitude plus responsable. Les boîtes qui disent rentable tout de suite, mais ça veut dire que le client paye trop cher et ça veut dire que tu peux pas vendre ce produit-là à tout le monde. Et pourtant ton produit est meilleur. Et c'est dommage. Et moi j'œuvre aussi, j'agis pour ça en fait, tu vois, pour que le maximum de monde puisse acheter nos produits. Ok. Et du coup, ton positionnement par rapport au regard des autres, c'est lequel? Alors, il y a aujourd'hui et avant. C'est-à-dire, est-ce que ça a évolué entre les deux? Est-ce que ça a évolué? C'est vrai que je m'en fiche pas. C'est pas... Mais le regard des autres, l'avis des autres, j'écoute toujours. Donc, bien sûr, c'est important. Mais c'est pas ce qu'on peut dire de moi, heureusement, parce que quand on lance un balai brosse pour les toilettes sur le marché français, t'imagines bien, on en rit. C'est des gens qui n'ont pas compris qui je suis, ce qui est derrière, qui a une vision. Mais à un moment donné, il fallait bien que je trouve un objet, en fait. Tu vois, et je me suis dit, c'est comme, tu vois, les boulangers, entre guillemets, ils ont toujours du travail parce qu'ils font du pain et tout le monde mange du pain. Moi, je suis allée dans mes toilettes et je cherchais l'objet pour construire, en fait, la vision que j'étais en train de poser. Et je me dis, quel est maintenant le premier produit que tu vas choisir? Quel est le produit utilisé par le maximum de monde? Qui n'a pas un produit qu'on utilise? Et là, je me suis dit, j'étais dans mes toilettes et j'ai dit, c'est ça. Et en plus, après, on avait une petite soirée à la maison. Je voulais changer la tête de la brosse. Je descends dans ma cave. Là, je me dis, oh, mais zut. J'ai plein de manches, plein de trucs, il n'y a plus rien. Allez, ensemble. Là, je me dis, allez, j'avais jeté la tête de la brosse parce qu'elle était pas super glorieuse. Donc, je l'avais mis tu sais, avec les gants, etc. On prend, jette rien. Et donc, comme j'avais rien, je me dis, mais merde alors. J'ai dû la sortir. Et donc là, je me dis, ok, je tiens mon premier produit. On va faire ça. Comme quoi? Et donc là, c'est sûr que j'ai pas eu de soutien, du tout, nulle part. On m'a dit, non, mais tu peux pas faire ça. On sait que t'es hollandais, etc., mais tu peux pas faire ça. Et si tu veux, et ça m'a motivé. Tu peux pas faire ça. Tu vois. Donc là, je me suis dit, ok. Faisons-le. Et je l'ai fait. Génial. Comment tu fais pour te motiver au quotidien? Est-ce que t'as des... Ça vient tout seul, non, mais c'est vraiment, non, mais tu vois, et là, encore une fois, et moi, j'ai pas besoin d'être coaché, j'ai pas besoin de machin. C'est ce que tu vois, c'est comme ça. Je me lève, comme tout le monde, parfois le matin, j'ai mon âge maintenant, tu vois, femme ménopausée, mais tout ça, c'est très bien, Mais on commence à avoir des douleurs, je prends pas des compléments, je ne fais rien et tout ça, de toute façon, j'ai pas le temps. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il faut quand même mieux manger parce qu'on sent dans les articulations, etc., que c'est important de bien manger. Mais il y a, ça vient tout seul, en fait. Moi, je me lève et j'ai le smile, en fait. C'est comme ça. J'adore aller travailler, mais comme j'adore aller courir un peu, Tu t'écoutes, quoi. Ouais. Je t'écoute. Mais ça veut pas dire que j'ai des moments où, c'est vrai, en ce moment, je n'ai vraiment pas, je voulais vraiment des temps morts, etc. Mais je les prends dans la journée. Tu vois, je les prends dans la journée. Tout à l'heure, j'ai un peu de route à faire. Donc, ça va me déconnecter de tout. Je vais écouter la musique à fond dans ma voiture. Après, évidemment, je reçois des appels. Mais tu vois, la motivation, le sourire, mais c'est vrai, hein, face à d'autres personnes, il y a des personnes parfois qui me regardent et me disent, vous êtes toujours comme ça. Et je dis, mais c'est, et en Hollande, tu vas en Hollande, bien sûr, il y a des gens sympas, etc. Mais c'est vrai qu'on a déjà plus cette attitude-là, en fait. On va au boulot, on est au boulot, on travaille.
on peut discuter de nos soucis, etc. Mais c'est après le travail qu'on va aller boire un verre ensemble. Mais au travail, on bosse. Et c'est vrai on bosse tout le temps, en fait. Mais on dit pas que tout le monde aux Pays-Bas aime ça et que les Français n'aiment pas ça. Mais nous, on aime ça. Moi, on m'avait toujours dit, et toi, tu fais que de bosser. Quand je travaillais chez Packard Bell, il me dit, on t'a jamais vu raser les murs. Et je dis, non, mais raser les murs, je connaissais même pas l'expression. Mais il y en avait, c'est vrai, qui rasaient les murs. Il y en avait qui étaient tout le temps à la cafette. C'est vrai que je ne bois pas de café non plus, le thé, rarement. Donc, c'est vrai que c'est dans le travail aussi que je trouve la motivation. Je me dis, on va faire. Mais j'essaie aussi maintenant de me dire, OK, ça serait vraiment nice to have. Moi, je fonctionne comme ça aussi, nice to have, les must have. Donc, je me concentre vraiment sur ce qui est vraiment hyper important. Et j'élimine tout le reste, même si j'aimerais faire, tous les autres sujets, les chantiers, etc. À un moment donné, il faut rester focus. Donc, moi, je reste vraiment focus sur ce que je dois faire et les missions que j'ai à accomplir, en fait, dans ma journée. Voilà, je comprends. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir à gérer de la pression? Ouais. Ou du stress? Ouais. Et comment tu fais pour la gérer, du coup? Je cours. Tu cours? Je vais courir, et comme ça, j'élimine. Et après, dans ma tête, en fait, comme je disais, je vois déjà le schéma et je me dis, OK, si step by step, tu dois le faire comme ça. Et une fois que j'ai le plan, au moins, j'ai plus de stress. Par exemple, là, en ce moment, on déménage. En ce moment, on est dans 2 maisons. Et moi, ça me stresse pas. Mais je pourrais te montrer tout à l'heure. Mais c'est le bazar total. Donc maintenant, dans les 2 maisons, il y a une maison qui doit être rénovée de A à Z. Quand je dis vraiment de A à Z, c'est vraiment de A à Z. On va devoir y vivre dans 2 semaines. Mais si tu veux, ni ça m'angoisse. Je pars pour mon fils. Je peux sentir de l'angoisse pour mes proches. Comme mon fils, quand on m'a annoncé et que, voilà, tout s'écroule. Et encore, j'ai toujours gardé espoir et je savais que la lumière serait au bout. Donc, justement, je suis pas croyante, mais je crois quand même dans la force de la vie et de quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la vie, de toute façon, elle est extraordinaire. Mais comment dire, en fait, comment je fais face, dernièrement, on a eu vraiment un truc très, très dur à digérer et à faire face au niveau professionnel. On a fait face parce que j'ai fait un plan. J'ai dit, voilà, OK, pas cool, pas bien. On va faire ça, ça, ça et ça. Et des gens autour de moi qui sont là-dedans aussi, ont très angoissé, très stressé, etc. Mais moi, je n'arrive pas à angoisser pour ma société. Donc, je peux avoir stress pour dire, là, c'est vraiment un truc. Je le raconterai peut-être un jour, mais là, je peux même pas là, je raconte, mais je raconte pas ce que c'est. Là, c'est vraiment, boum. Et là, c'est dit, OK, c'est pas le truc de l'année dernière que nos moules, en fait, ont été abîmés, tout ça, qu'on pouvait plus produire, que c'était, voilà. Non, là, c'était finalement, c'est vrai que finalement, avec le recul, quand je compare les 2 events, donc pas bon du tout. Le deuxième, finalement, oui, c'est pas bien. Rien, nous, on n'a rien fait de mal, c'est l'extérieur. Et je me dis, finalement, ouais, c'est rien. Et aujourd'hui, je me dis, OK. Et en fait, en plus, je pourrais peut-être en parler assez rapidement. Ça m'a mis quelque chose en tête et que je suis en train de réaliser. Ça t'a challengé. Ouais, non, mais c'est quelque chose en dehors donc je monte là. Moi, j'ai aussi une agence de consulting, petite agence de consulting. J'accompagne des entrepreneurs plutôt dans des projets hardware. J'ai le retour planning. Enfin, maintenant, avec mon expérience avec ça, quelqu'un vient me voir, ça va un peu plus vite que si la personne doit tout faire par elle-même. Moi, j'aurais aimé trouver une personne, en fait, comme moi, qui a donc des contacts dans tous les domaines. Et comment dire, mais grâce à cette mauvaise expérience, mais j'en fais encore du positif. Là, on a presque fini, donc, quelque chose de le design, etc. Et je suis en train de monter, en fait, une autre société pour ça. Parce que ce produit-là, en fait, on peut pas le vendre via ma société. C'est pas parce que ça coche pas les cases, mais c'est dans un autre univers, en fait. C'est plus un produit hardware, etc. Donc, c'est quelque chose que je vais faire à part. OK. Mais donc, bien sûr, oui, des coups de stress, mais c'est pas, ouais. OK. On compartimente. Donc, on a parlé de ta concentration, tu nous as expliqué comment tu restais focus. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Souvent, on entend ou on lit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, rien lâcher, ça dépend sur quel sujet, en fait. Parfois, je lâche. Je me dis, OK, parce que là, ça me prend trop d'énergie, donc je lâche. Mais c'est vrai que je lâche pas ma mission. Je dis pas que je ne lâcherai rien, parce qu'à un moment donné, je suis juste un être humain. Et autour de moi, il y a des personnes qui sont tombées en burn-out, qui paraissaient comme moi. Hein. Donc, mais la différence, c'est que je suis consciente. Je suis consciente de mes limites. Et je sais que le moment où je
je pourrais pas faire tout ce que je fais, justement, me déconnecter, aller courir un peu, prendre le temps, avoir un temps. Si jamais demain, j'ai plus tout ça, là, c'est sûr que là, je risque d'aller droit dans le mur. Mais comme j'ai toujours ces moments, voilà, de pause, de temps de pause, etc., au niveau de ma mission, je lâcherai rien. Mais il y a d'autres choses sur le côté, en fait, je me dis, OK, d'accord, on va lâcher ça, c'est pas important, parce que ça, c'est important pour la mission, mais pas si important que ça. Parce qu'on peut pas être focus, en fait, sur tout. Donc, moi, vraiment, je reste focus sur, voilà, l'objectif, par exemple. Je souhaite que le boxe soit aux Jeux Olympiques. Enfin, les objectifs, en fait, en termes de visibilité, de chiffre d'affaires, etc. Et il y a le rayon français. Je souhaite qu'il arrive bientôt. Donc, le rayon français, donc, c'est un concept avec que des produits hardware et d'autres. J'ai ouvert d'autres produits, mais dans tout ce qui est GSA, GSB, grand magasin et tout ça. Mais voilà, et ça, on va y arriver. Aujourd'hui, j'en suis. En fait, c'est ça. En fait, moi, je suis convaincue. Je suis convaincue, avec ou sans moi. Parce que comme je disais, je suis un bâtisseur. Donc, si demain, il y a une grande entreprise qui va dire, mais Sandra, c'est super ce que tu as fait. Maintenant, t'as compris ta limite. Et nous, on va faire ça. On aura besoin de toi pour ça, ça et ça. Ma mission, elle est ma mission, enfin, parce que moi, je l'ai créée, mais c'est plus important que ma personne. Donc, si demain, évidemment, je pourrais pas, je peux pas trop citer les noms, et des sociétés qui se sont vendues à d'autres sociétés. Au départ, en fait, c'était des sociétés avec un ADN plutôt vert, qui sont fait acheter par qui n'ont pas. Après, on peut discuter, oui, mais justement, comme ça, ils vont devenir plus verts, etc. Donc, mais c'est vrai que, à un moment donné, il faut comprendre ses limites. Et moi, je connais mes limites. Et je connais aussi mon âge. Même si j'entreprendrai toujours, parce que finalement, on est tous entrepreneurs déjà. À la base, on est entrepreneur de notre vie. Et après, on le comprend ou on ne le comprend pas. Moi, j'ai compris que j'étais vraiment entrepreneur pour créer des projets, des produits, parce que ça, j'aime ça profondément. J'aime créer. Pareil, pour prendre parfois un peu de temps, je vais dessiner. Après, je sais pas dessiner. Hein. Ma fille qui sait dessiner m'a dit, maman, je sais pas dessiner. Je dis, oui, mais tu comprends. Et oui, je comprends. Je comprends les fonctionnalités, je comprends ça et ça, etc. Donc ça aussi, ça me donne du temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut connaître ses limites. Et comme je les connais, je sais jusqu'où je peux aller. Je pense que, voilà, aller droit dans le mur, je suis allé vraiment droit dans le mur. Voilà, ça m'a ouvert tout. Moi, j'ai fait les trucs au premier degré, en fait. Parce que je courais, boum. Des choses comme ça aussi, quand t'as des soucis physiques, parfois, ça te ramène bien sur terre. Et ça permet aussi, donc j'en ai eu plusieurs. Et donc, tout de suite, ça te ramène mais vraiment des soucis de santé. Mais derrière, je suis encore plus forte. Tu vois, il y a des gens enfin, aujourd'hui, j'ai pas des gens qui veulent ou m'abattre ou etc. C'est pas ça. Oui, il y a des gens mais comment dire, oui, il y a des curieux. Oui, il y a des gens qui s'inspirent, mais tout ça, c'est pas grave. Ça veut dire que ma mission, on est sur la voie de la réussite. On est très loin et je connais mes limites. Bah écoute, Sandra, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Comme le veut la tradition du podcast, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs? Et ça sera un peu ton message en fait à toi, qui restera dans le temps et avec le podcast, et qui pourra inspirer d'autres gens, en tout cas s'ils l'entendent, s'ils l'écoutent. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin, t'as compris, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le plus important finalement, c'est le changement des mentalités. Donc, donner confiance aux autres, dire tu peux le faire, je suis avec toi, dire merci, je suis désolé. Vraiment, comment dire, reconnaître qu'on n'est que des êtres humains et qu'on doit chacun faire des progrès. Donc, mais pour y arriver, c'est la confiance et ça commence donc avec les plus jeunes. Il y a une étude suédoise en fait qui disait que les garçons, en fait, on leur dit beaucoup moins aux garçons, on va dire t'es le plus fort. De toute façon, t'es costaud, tu dois pas pleurer. Les filles, on va dire oh, tu es jolie. Oh, mais t'es trop mignonne. Oh, c'est trop gentil. Ça, c'est vraiment des stéréotypes. Et derrière, on a créé surtout ce que je constate, et ça ne vaut évidemment strictement rien, chez l'homme, donc pas chez la femme, mais vraiment chez l'homme, à un certain âge surtout, j'ai l'impression que les angoisses augmentent avec l'âge. Mais parce que on leur dit pas assez, en fait, qu'ils sont bien aussi. On leur dit pas assez, c'est super, parce que finalement, on leur a dit petit, il faut pas pleurer, il faut pas. Et donc, moi, je trouve, c'est dans mon entourage,
c'est que l'homme, ça s'exprime pas assez par les émotions. Et que l'homme, bien sûr, il y a plein d'hommes qui écrivent, etc. Mais moi, dans mon entourage, je constate qu'il y a beaucoup de femmes. Là, on écrit des petits mots, hop, on écrit, on sait, ok, mais l'homme, on doit faire les choses ensemble. Donc, on doit se donner confiance mutuellement. Une femme dirigée que par des femmes, ce serait horrible. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par des hommes et que c'est horrible. Non, je pense juste qu'on peut vraiment faire mieux si on fait les choses ensemble, mais vraiment ensemble. Donner la chance aux femmes d'accéder à des postes plus importants parce qu'elles sont compétentes. Aujourd'hui, 98% des hommes, ce sont des investisseurs. Donc, comment ces hommes-là peuvent arriver dans des projets montés par des femmes? Il faut se faire confiance. Les femmes aussi, on doit faire beaucoup de progrès aussi. C'est pas que on fait pas partie, on n'est pas encore, tu vois, à 50% de femmes et d'hommes qui sont dans les plus hauts postes. Peut-être demain il y aura un peu plus de femmes, peut-être. Mais c'est pas ça en fait. Pour moi, c'est pas une question de pourcentage. C'est que tout le monde doit trouver sa place dans la société et c'est ça qu'on doit permettre et c'est ça aussi que l'État doit permettre ça grâce à l'éducation. Donc si le gamin demain il est doué pour être électricien, mais valorisons en fait déjà le gamin et dites comme dans tous les autres pays européens que mais c'est super comme métier. Si demain on n'a plus d'électricité, ben là, on serait où là en fait? Donc donner de l'importance à tout ce qui a de l'importance et donc chaque métier a son importance. Et c'est ça, mais c'est la confiance, comme tout à l'heure, tu vois, le mot, c'est drôle, en fait, parce que ça, il faut donner la confiance, mais à tout le monde. Et ça commence avec les plus jeunes. Et avec les filles, eh ben, il faut leur montrer qu'évidemment, elles peuvent devenir demain conductrices de train, comme elles peuvent devenir présidente de la République. Tout est possible. Pilote de chasse. Je pense à pilote de chasse, cosmonaute. Oui, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, ça arrive, mais c'est vrai que ça passe aussi par la confiance. Donnons la confiance aux uns et aux autres parce qu'on a tous des compétences, des connaissances et qui sont pas aujourd'hui entre guillemets mis au service du projet que chaque personne peut mener. Dans une vie, on peut mener plusieurs projets, c'est sûr, mais écoute Sandra, merci beaucoup. Merci à toi. Si on veut retrouver ou échanger avec toi, on s'y prend comment? Par LinkedIn? Sandra@biome.paris, LinkedIn, Sandra Legel, enfin voilà, c'est assez simple. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton accueil. Avec plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.